Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. La réunion du Conseil des ministres qui se tient au palais présidentiel de Baabda a été consacrée à la feuille de retour proposée par Washington pour consolider le cessez-le-feu de novembre 2024. La réunion s'est tenue en présence des ministres chiites, à l'exception du ministre des Finances, Yassine Jaber, qui se trouve à l'étranger, qui exprime de fortes réserves au sujet de la décision des autorités de désarmer tous les groupes armés au Liban avant la fin de l'année. Deux d'entre eux, Rakan Nasreddin et Tamara Zain, s'étaient retirés du Conseil des ministres de mardi en signe de protestation contre cette décision. Le ministre du Développement administratif, Fadi Maki, et avant de quitter, avait quant à lui essayé de convaincre le président et le gouvernement de ne pas fixer de délai pour un désarmement du Hezbollah. Alors que la pression internationale monte sur Israël face à l'urgence humanitaire à Gaza, le cabinet de sécurité israélien se réunit ce soir pour définir la suite des opérations militaires. Une réunion stratégique qui pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre avec l'éventualité d'une reconquête totale du territoire palestinien. Sur place, les civils paient déjà le prix fort. À Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent alors que le cabinet de sécurité d'Israël s'apprête à trancher l'avenir militaire du conflit. Une réunion décisive prévue ce soir. Selon la presse israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisagerait une reprise totale du contrôle de Gaza, y compris dans les zones denses comme Gazaville, où seraient cachés encore des otages. De nouveaux ordres d'évacuation ont été lancés vers Khan Younes au sud et Gazaville au nord. L'armée israélienne parle d'une extension des opérations terrestres, mais la pression vient aussi de l'intérieur. À Tel Aviv, des centaines d'Israéliens réclament la libération des 49 otages toujours détenus, dont 27 seraient déjà morts selon l'armée. Côté palestinien, l'espoir de survie diminue. À Al-Mawassi, les prix flambent, les vivres manquent. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. À peine 80 camions entrent par jour, contre les 600 nécessaires selon l'ONU. L'aide est ralentie par des procédures de contrôle strictes, dénoncent les humanitaires. Les tensions montent aussi dans les cercles du pouvoir. Le ministre de la Défense, Israël Katz, rappelle que l'armée devra exécuter les décisions du gouvernement malgré les réticences supposées du chef d'état-major et Al-Zamir. Alors nous passons au palais présidentiel à Mirna Chedia. Mirna? نعم. Oui. بالفعل مشاهدينا انسحب وزراء الثنائي من جلسة الحكومة التي كانت ستناقش ورقة المفد الأمريكي توم باراك بداية يعني بعد حوالي ساعتين من النقاش ومحاولة ثاني وزراء الثنائي من الخروج من داخل جلسة مجلس الوزراء انسحب وزراء الثنائي من الباب ليس أمام الإعلاميين ما عدا الوزير فادي مكي الذي قال أنه علق اليوم يعني مشاركته بجلسة مجلس الوزراء بسبب أن هناك أمر كبير يحصل ولا يود أن يكون هو مشارك بهذا الأمر. وأيضا علم تلفزيون لبنان أن الرئيس عون تمنى على وزراء أمل وحزب الله الدخول معا في نقاش الأهداف الواردة في الورقة. وكما أن وزير الإعلام بول مرقس حاول مع بعض الوزراء إلى جانب رئيس الحكومة ثنيهم عن الانسحاب واستبداله بالاعتراض على المحضر وفق أكثر من مطالعة دستورية قدمها رئيس الحكومة والوزير مرقس ووزير عادل، ولكن لم تنجح كل هذه المحاولات من ثاني وزراء الثنائي من الخروج، إضافة إلى الوزير فادي مكي الذي كان قبل الظهر يقول أنه لا يمكنه أن يتحمل وزر هذا الموضوع لوحده، ولكن عاد وشارك في جلسة مجلس الوزراء لأن أيضا وزراء الثنائي شاركوا في هذه الجلسة. ولكن كان واضحا منذ دخولهم إلى الجلسة أنهم لا يريدون مناقشة ورقة توم باراك، وكان أيضا واضحا
البيان الذي صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة والتي تحدثت عن تصحيح الأمور. وكذلك الأمر بالأمس تحدث حركة أمل وأيضا حزب الله عن هذا الموضوع بتصحيح الأمور، خصوصا لجهة المهل الزمنية التي اتخذ القرار بها في جلسة الثلاثاء، من بين إن كان وضع تقرير من يوم الثلاثاء إلى نهاية شهر آب، والجيش يضع التقرير حول موضوع سحب السلاح، ولآخر العام الجاري سحب سلاح حزب الله. وهو لا يريد إن كان حزب الله أو حركة أمل الدخول بمهل زمنية، ولذلك كان هذا يعني الانسحاب اليوم. هلا لا نعلم بعد، جلسة مجلس الوزراء لا تزال مستمرة، ليس لدينا أيضا أي معلومات ما هو التوجه الذي سيكون لوزراء الثنائي والوزير فادي مكي حول مشاركة أخرى بجلسات مجلس الوزراء، وما هو الموقف الذي سيتخذونه، وما إن كانت جلسة المجلس الوزراء ستدخل بالنقاش حول يعني ورقة توم باراك اليوم بغياب وزراء الثنائي والوزير فادي مكي. سننتظر يعني الدقائق أو يعني ما الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإن كان سيحصل هناك أي قرار أو سيتجه مجلس الوزراء بإقرار ورقة توم باراك التي لم يدخل بعد كان بالنقاش حولها، لأنه كان في هناك محاولة لثني وزراء الثنائي بعدم مغادرة جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك محاولة من وزراء الثنائي بتأجيل البت بهذا الموضوع وعدم الدخول فيه بجلسة اليوم، ولكن لم تنجح كل هذه يعني المحاولات، وكان هذا انسحاب وزراء الثنائي الشيعي. إذا نترقب ما هو الموقف النهائي لوزراء الثنائي من هذا الانسحاب، وما سيتكون الخطوة التالية لهؤلاء الوزراء. الوزير فادي مكي كان يعني تحدث بشكل مقتضب للإعلاميين، وقال كما ذكرت في بداية رسالتي أنه انسحب لأن هناك أمر كبير يحصل ولا يريد أن يكون داخل هذا الأمر، ولكن لم يؤكد إن كان سيشارك مرة أخرى في جلسات مجلس الوزراء أم لا. أما الوزراء الآخرين فهم خرجوا، لم نراهم، لم يخرجوا أمام الإعلاميين، فلم نعلم بعد ما هو موقف هؤلاء الوزراء من مشاركة أخرى في جلسات مجلس الوزراء، نعم أم لا. إذا نترقب ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء التي لا تزال منعقدة حتى هذه الساعة. ننتظر إن كان وزير الإعلام بول مرقس سيخرج بمقررات معينة من داخل جلسة مجلس الوزراء أم لا، أو سيتابع موضوع ورقة توم باراك ويتم مناقشتها وإقرارها. عودة إلى استوديو تلفزيون لبنان. Merci Mina. Et du palais présidentiel à Oman, un gouffre au cœur de la montagne, des parois vertigineuses et des légendes qui traversent les générations. Bienvenue à Dhofar dans le sud d'Oman. C'est ici que les touristes viennent admirer des formations géologiques spectaculaires, les sinkholes ou dolines, dont certaines comptent parmi les plus profondes du monde. Silencieux, vertigineux, presque mystiques, les gouffres naturels du sud d'Oman, appelés sinkholes, attirent aujourd'hui des milliers de curieux, fascinés par l'inconnu et le spectaculaire. À Tawi Ater, le plus accessible des chemins balisés permettent d'observer les parois abruptes. Le nom signifie « puits des oiseaux », en référence aux sons étranges qui résonnent dans le vide. Mais tous les gouffres ne sont pas aussi accueillants. À Shihit, le danger est réel. Glissement de terrain, parois boueuses. Le gouverneur Marwan bin Turki al-Said assure que la sécurité est une priorité alors que ces sites deviennent des pôles touristiques officiels. Le plus impressionnant, Cave Teik, un monstre géologique de 211 mètres de profondeur et 150 mètres de large, un des plus grands sinkholes au monde. Contrairement aux légendes locales, ces gouffres ne viennent pas du ciel, mais de l'eau. Elles règnent en maîtresse invisible,
creusant lentement la roche calcaire sur des milliers d'années, explique le géologue Ali Faraj Al-Kathiri. Grâce à son climat tempéré l'été, Dhofar devient une destination refuge pour les voyageurs du Golfe et le gouvernement omanais veut tripler le nombre de visiteurs d'ici 2040 en misant sur un tourisme durable et naturel. Nature brute, mystère géologique et folklore local, les sinkholes d'Oman sont en passe de devenir l'une des nouvelles merveilles naturelles du tourisme mondial. Le président américain a évoqué la possibilité d'un sommet très bientôt avec son homologue russe au cœur d'une intense activité diplomatique visant à faire ancrer un cessez-le-feu en Ukraine. Mais sur le terrain, les bombardements continuent et les exigences russes restent jugées inacceptables par Kiev. C'est une phrase qui pourrait changer le cours du conflit. Il y a une bonne chance qu'une réunion ait lieu très bientôt. Donald Trump évoque une rencontre en personne avec Vladimir Poutine dans les jours à venir, une première depuis plus de 6 ans. Le dernier sommet russo-américain remonte à 2021. Mais aujourd'hui, dans un climat de tension et de menaces économiques, les deux puissances semblent vouloir ouvrir la voie du dialogue. À Moscou, Steve Witkoff, l'émissaire spécial américain, a été reçu par Vladimir Poutine pendant près de 3 heures. Résultat, une proposition de cessez-le-feu a été transmise à Washington. Marco Rubio, le secrétaire d'État, confirme « Nous savons maintenant à quelles conditions la Russie serait prête à arrêter la guerre, mais il faut les comparer aux attentes des Ukrainiens. » Volodymyr Zelensky reste prudent, la pression sur la Russie fonctionne, mais il ne faut pas être dupe. Dans la nuit, une femme a été tuée à Zaporizhia et 4 personnes blessées à Dnipro, dans de nouvelles frappes russes. Les tensions sont à leur comble depuis le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains en réponse à des provocations de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Mais les exigences de Moscou restent inacceptables pour Kiev. Cession de territoires occupés, arrêt total des livraisons d'armes et abandon de toute ambition d'adhésion à l'OTAN. En parallèle, Donald Trump menace de sanctions secondaires visant les pays commerçants avec la Russie. L'Inde est déjà ciblée, la Chine pourrait suivre. Mardi soir, Trump s'est entretenu avec Zelensky, mais aussi les dirigeants britanniques, allemands, finlandais et le secrétaire général de l'OTAN. À 2 jours de l'expiration de l'ultimatum américain, la diplomatie semble s'accélérer, mais rien n'est encore joué. À Taïwan, les orchidées sont une fierté nationale, mais aussi un secteur économique stratégique. Avec plus de 300 cultivateurs sur l'île, les exportations florales souffrent aujourd'hui d'un coup dur. Les nouvelles surtaxes douanières imposées par Donald Trump. Les producteurs s'inquiètent pour leur vente vers leur plus grand marché, les États-Unis. À Ruby, dans le sud-ouest de Taïwan, les orchidées poussent avec patience et précision. Mais aujourd'hui, c'est l'impatience et l'incertitude qui dominent chez les producteurs. Lee Sang-yu, horticulteur depuis plus de 30 ans, voit désormais ses fleurs taxées à 20% à leur arrivée aux États-Unis. C'est un marché trop important pour qu'on l'abandonne, mais nous devons nous adapter, confie-t-il. Pour contourner les os, il cherche de nouveaux débouchés en Asie et en Amérique latine, mais sans tourner complètement le dos aux États-Unis, qui représentaient près de la moitié de ses ventes. Pour Abid Singh, secrétaire général de l'association, ces surtaxes sont intenables. À 10%, on pouvait encore absorber. À 20%, ce n'est plus viable. Surtout que les Pays-Bas, principaux concurrents, ne sont taxés qu'à 15%, un écart qui désavantage fortement Taïwan, notamment auprès des fleuristes américains déjà affectés par l'inflation. Et impossible de faire des stocks, les orchidées vivent, poussent, fanent. Pas de place pour l'attente ni pour l'erreur. Malgré tout, Lee Sang-yu veut croire à la résilience du secteur. Nos fleurs durent plus longtemps, c'est notre avantage. Trump ne sera pas président à jamais. Symbole de beauté, aujourd'hui fragilisée par les tensions commerciales, l'orchidée taïwanaise devra se battre pour continuer à fleurir dans les salons du monde entier. Et si l'avenir de l'énergie renouvelable se trouve dans le ciel? En Irlande, de gigantesques cerfs-volants sont testés pour produire de l'électricité propre, légère et mobile. Une technologie prometteuse déjà utilisée dans des conditions extrêmes. Dans l'ouest de l'Irlande, le vent ne s'arrête jamais, et c'est justement ce que l'équipe de Kit Power veut exploiter avec un cerf-volant géant. Ce modèle fait 60 mètres carrés
monte jusqu'à 400 mètres d'altitude et revient sans cesse à 190 mètres comme un yo-yo dans le ciel. À chaque montée, l'effort mécanique alimente un générateur au sol et produit de l'énergie stockée dans des batteries similaires à celles des panneaux solaires. Jusqu'à 30 kW de puissance, suffisant pour alimenter un site isolé, une petite île ou un poste avancé. La preuve, lors de la tempête Iowine, le système a continué de fournir de l'électricité en continu. Nous pouvons installer ce système en 24 heures, sans creuser, sans fondation, et l'emmener partout, explique Padraig Doherty, l'un des ingénieurs du projet. Silencieux, discret et mobile, le cerf-volant est aussi bien moins invasif qu'une éolienne classique. Pour l'équipe de Kit Power, c'est une révolution en marche. Pour Mahdi Salari, chercheur à l'université de Cork, cette technologie pourrait trouver sa place en mer, en montagne ou dans des zones difficiles d'accès. Mais des défis subsistent: sécurité, fiabilité, réglementation. L'éolien classique reste dominant, mais l'énergie aéroportée séduit, surtout dans un pays où un tiers de l'électricité est déjà produit par le vent. Léger, rapide, propre, le cerf-volant n'a pas dit son dernier mot. Et si l'avenir de l'énergie tenait à un fil? Le mois de juillet 2025 se classe parmi les mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. Sécheresse, incendies, canicules meurtrières, les effets du changement climatique sont bien là. Et le seuil symbolique de plus 1,5 degrés Celsius est désormais franchi régulièrement. Juillet 2025, troisième mois de juillet, le plus chaud jamais mesuré sur la planète. Un nouveau signal d'alarme venu de l'Observatoire européen Copernicus qui surveille le climat à l'échelle mondiale. Des températures au-dessus de 50 degrés Celsius dans le Golfe, des incendies incontrôlables au Canada, des pluies torrentielles meurtrières en Asie. Les effets du changement climatique se multiplient partout. En Espagne, plus de 1000 décès ont été attribués à la chaleur, des chiffres en hausse de 50% par rapport à juillet 2024. Et en Europe, plus de la moitié des sols touchés par une sécheresse exceptionnelle, notamment autour du bassin méditerranéen. Du jamais vu depuis les débuts des relevés en 2012. En mer aussi, l'alerte est rouge, les océans surchauffent, battant des records locaux. La banquise arctique a perdu 10% de sa surface par rapport à la moyenne. L'Antarctique n'est guère mieux loti. Pour les scientifiques, la tendance est claire. Sans réduction rapide des gaz à effet de serre, les records tomberont à nouveau et les catastrophes climatiques seront plus fréquentes, plus intenses, plus coûteuses. Le climat s'emballe et les seuils symboliques deviennent la norme. Reste à savoir si le monde saura, cette fois, prendre la mesure du danger. Et en autre finale, Caracalla brille sur les plus grandes scènes mondiales. Le Bolchoï accueille l'âme orientale. Dans un événement exceptionnel, la troupe libanaise Caracalla a porté le parfum de la civilisation arabe jusqu'au cœur de Moscou. Sur les planches prestigieuses du théâtre Bolchoï, elle a tissé des tableaux dansés, mêlant tradition et modernité, exprimant le Liban dans sa beauté, sa douleur et son espoir. Moscou, capitale de l'art et de l'histoire dans un pays qui a donné naissance à de grands artistes et créateurs, a accueilli le Liban avec la pièce Les Mille et une nuits du théâtre de Caracalla sur la scène du plus prestigieux théâtre du monde, le Bolchoï. Plus d'un demi-siècle après, le théâtre de Caracalla porte le message du Liban et de la culture arabe aux plus grandes scènes et opéras du monde, exprimant l'authenticité d'un peuple et la richesse de son histoire. Aujourd'hui, il revient de Moscou portant la gloire culturelle du Liban. Le rideau s'est levé sur la pièce Les Mille et une nuits, réalisée par Ivan Caracalla et chorégraphiée par Elissar Caracalla pendant 3 soirées, dont les billets ont été épuisés, lors d'une conférence de presse tenue dans la salle d'honneur du Bolchoï, en présence de Karina Tsaturova, directrice du festival, Tchekhov, du maestro Abdelhalim Caracalla, du metteur en scène Ivan Caracalla et de l'ambassadeur du Liban, Choukri Bounassar. La directrice du festival a décrit le spectacle comme un pont culturel qui transcende les langues et les frontières. Le maestro Caracalla a déclaré: « Nous sommes fiers de cette étape lumineuse de notre carrière culturelle. » Pour nous les Libanais, il nous reste l'espoir que la troupe de Caracalla reviendra l'année prochaine au Festival international de Baalbek lors du 70e anniversaire de son lancement. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir accompagnés sur Télé Liban. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.